Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Pour tous ceux qui se sentent éloignés de l'emploi, démunis face aux compétences attendues dans le numérique, voire désarmés dans cette nouvelle société numérique, il y a des écoles, un réseau de centres de formation qui s'adresse justement à tous ceux qui se sentent un peu perdus dans cette révolution, cette transformation numérique et qui cherchent un travail. Ce réseau d'écoles s'appelle Simplon et je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Smart Tech la personne qui en est à l'origine. Elle multiplie les alliances avec des géants du numérique. Ce sera l'occasion de nombreuses annonces mais aussi de questions dans cette édition aujourd'hui de Smart Tech. Et puis une seconde partie sera dédiée à l'industrie du jeu vidéo. On prendra des nouvelles de cette industrie. On aura aussi en plateau Voodoo, un champion français dans le jeu mobile. On terminera Smart Tech aujourd'hui comme tous les jours avec la chronique Où va le web. Mais d'abord, Frédéric Bardot est en plateau avec moi pour un grand entretien Simplon dans Smart Tech. Bonjour Frédéric Bardot, je m'installe pour vous rejoindre. Donc je le disais, vous êtes le fondateur, président de Simplon, qui est un réseau d'écoles et de formation plus largement, dédié aux métiers du numérique et surtout dédié aux personnes qui s'en sentent si éloignées. C'est une entreprise solidaire, vous êtes un entrepreneur social, c'est comme ça que vous vous définissez. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre sur la mission que vous êtes fixée avec Simplon ? Déjà, on n'est pas tout seul, hein. On est un mouvement, hein. On appelle ça les bootcamps à la française. Donc on a été créé à peu près en même temps que l'école 42, que le wagon. Donc il y a eu un mouvement. L'innovation, elle arrive souvent par grappe. D'écoles gratuites qui... Alors le wagon, c'est pas gratuit. Non, mais... je parlais de 42. Oui, nous. Donc voilà, on est un mouvement et on s'est inspiré d'un format américain, des bootcamps, pour pouvoir démocratiser les compétences numériques et faire en sorte que les gens qui soient éloignés de l'emploi bénéficient de toutes les opportunités. Parce que vous savez que c'est un secteur qui recrute beaucoup, énormément, sur plein de métiers. Et donc, mais il faut avoir des compétences précises, techniques. Oui, et puis les professionnels du numérique sont plutôt des hommes, blancs, bac+5, donc ça manque un peu de diversité, donc on s'est dit qu'on allait jouer sur ces deux tableaux-là. Bon, alors moi je voulais revenir sur votre rencontre avec Internet, parce que j'ai lu que, d'abord vous avez été captivé quand même par cette découverte, ce magnifique réseau social, et puis captivé aussi par sa puissance, la puissance des outils. Et vous vous êtes fait la réflexion de finalement cet outil de pouvoir, il va falloir s'assurer qu'elle soit entre les mains de tous. Ouais, c'est ça, c'était une vision un peu manichéenne, un peu à la Star Wars. Je me suis dit que c'était une force et qu'il y aurait forcément des Jedi et puis l'Empire du Mal aussi. Qu'on pouvait faire de l'espionnage, de la coercition, beaucoup de business avec ça, et beaucoup de choses dark un peu, mais qu'on pouvait aussi s'en servir pour retrouver du pouvoir d'agir. Donc c'est ce que font les ONG, les activistes, et c'est ce qu'on fait maintenant avec Simplon. Alors j'en parlais avec votre nouvelle directrice générale, Véronique Sobo, qui est venue en plateau dans Smart Tech. Je lui disais, alors comme ça, à la rentrée, on demande aux enfants, parce qu'il y a une version kids de Simplon, qui de l'humain ou de l'ordinateur est le plus intelligent. C'est vrai que vous leur posez toujours cette question ? Oui, et c'est vrai que systématiquement, ils se disent, parce qu'ils entendent que les champions d'échecs, les champions de Go se font battre par des IA, donc effectivement, ils présupposent que l'ordinateur est plus intelligent que l'humain. Donc nous, on part de ça pour leur dire que les ordinateurs sont codés par des humains, conçus par des humains, et qu'il y a énormément de choses qu'ils ne savent pas faire et qui sont quand même assez bêtes, même si on les croit intelligents. Et pareil, on leur demande toujours si c'est plus facile les ordinateurs pour les garçons et pour les filles, et ils répondent systématiquement que c'est plus facile pour les garçons. Donc c'est de là qu'on part. Ouais, donc là on part de loin, j'ai envie de dire. Ouais, mais il faut partir des stéréotypes des gens, comme ça au moins on rentre tout de suite dans le dur. Alors, donc vous voyez le numérique comme ce levier d'émancipation personnelle, aussi d'innovation sociale. Quels sont les outils justement à votre portée pour en faire de l'innovation sociale ? Nous, la matière première, c'est la compétence. C'est-à-dire, c'est pas la connaissance. Dans le numérique, il n'y a pas de théorie. Les experts du numérique, il faut se méfier quand vous tombez sur des gens qui se disent experts du numérique parce que ça bouge beaucoup. Et donc, en fait, c'est des compétences qui évoluent beaucoup. Et quand vous êtes armé avec des compétences, en fait, vous avez un pouvoir d'agir et une employabilité qui est vraiment démultipliée. Donc, quelqu'un qui n'a absolument aucun diplôme mais qui serait développeur Solidity, qui est le langage de la blockchain, en ce moment, sur le marché du travail, il aurait une valeur ajoutée très très forte. Et je pense qu'on ne lui demanderait même pas quel est son type de diplôme s'il sait faire des smart contracts et du Web3. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est ce pouvoir d'agir, cet empowerment qui est donné par les compétences numériques. Et alors, quand en introduction, je parlais pour l'inclusion, la partie inclusive des gens qui sont éloignés de l'emploi ou qui se sentent un peu les oubliés de la révolution numérique. Il y a aussi les réfugiés. Vous allez accueillir des réfugiés ukrainiens ?
Oui, complètement. On a un gros programme réfugiés depuis la crise syrienne en 2015. 19% des 6000 personnes qu'on forme par an à Saint-Plon sont des personnes réfugiées ou migrantes. Parce qu'il y a aussi des réfugiés économiques. On parle beaucoup des réfugiés politiques, mais il y a aussi des gens qui quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc ça, c'est une grosse partie. Et on lutte contre l'illettrisme numérique aussi, puisque maintenant tout est dématérialisé. Ouais. Tout passe par Internet. Et si vous n'avez pas les compétences, vous êtes sacrément isolé. Et c'est un peu une triple peine, quoi. D'où l'intérêt d'être un peu partout en France. Oui, en on fait, a un gros maillage. Cette transformation numérique, vous dites aussi, c'est quelque chose de très concret, Internet, le numérique finalement. Hein, ça se passe dans des lieux physiques, voilà, en local, en les proximité. Les mains dedans, avec des vrais formateurs. Voilà, nous, on ne croit pas trop au e-learning. On pense que vraiment les gens, on n'apprend jamais seul face à son écran. On apprend en face-à-face pédagogique. Et même notre formation sur le métavers, elle ne va pas se dérouler dans le métavers. Elle va être avec du concret, des gens en face et voilà, du présentiel. Alors, vous êtes intéressé aussi, captivé par Internet, puis à un moment, captivé par les Anonymous. Parce que finalement, vous vous dites, on pourrait peut-être créer un lien entre les Anonymous, qui sont donc des activistes sur Internet, et puis le milieu des ONG, qui travaillent aussi un peu, qui fait de l'activisme finalement dans des pays où c'est compliqué. Ça n'a pas forcément bien fonctionné, ce lien que vous avez essayé de tisser entre les deux. Oui, là encore peut-être péché de naïveté, mais je me suis dit Greenpeace, des mouvements comme ça un peu activistes qui utilisent beaucoup le numérique pour faire du plaidoyer, et Anonymous, ils ont forcément des choses à se dire. Et effectivement, c'était peut-être un peu tôt parce que... vous pensez que ça a changé, qu'aujourd'hui ce serait... Oui, Greenpeace et Anonymous ont fait des opérations communes. Je ne dis pas qu'il y a une coordination, mais contre BP, contre Shell, ça a pu arriver. Et puis après, on sait que les Anonymous sont beaucoup intervenus dans le mouvement Occupy, pendant les printemps arabes, et là encore en Ukraine. Donc effectivement, il y a des rapprochements, rien d'officiel, parce qu'effectivement, c'est difficile. Déjà, Anonymous, c'est une mouvance, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... puis ils n'ont pas pignon sur rue, on ne peut pas aller contacter un porte-parole ou faire un partenariat avec eux. Et puis les ONG, elles ont aussi besoin d'afficher qu'elles sont dans la légalité, même s'il y a de la désobéissance civile. Et donc c'est vrai que la collaboration était différente, mais je pense qu'il y a eu une influence réciproque. Ouais. Alors, donc vous êtes à l'origine, je crois, d'un des premiers ouvrages français sur les Anonymous. Peuvent-ils changer le monde, aux éditions FIP, paru en 2011, que vous avez coécrit avec Nicolas Darret. L'idée, c'était de démystifier, c'est ça Oui, complètement. Moi, j'étais passionné. Ces visages masqués, on ne sait pas finalement qui il y a derrière, ce qu'ils font. Mais est-ce qu'on peut véritablement démystifier puisqu'on ne peut pas les identifier ? Oui, complètement. Et puis en plus, derrière le masque, il peut y avoir vraiment tout type de gens. Le FBI avait essayé de faire un portrait robot des Anonymous et c'était plutôt un homme de 20 à 60 ans. Ouais. Donc en fait, c'était pas un portrait robot. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de geeks. Voilà, ça on le sait. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais entre la mouvance Anonymous en France, en Turquie ou même en Chine, c'est très différent. En revanche, on sait qu'ils sont unis par une chose qui est le fait que la liberté sur le réseau doit être complètement totale. Donc sans censure, sans espionnage, sans puissance des multinationales. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'est des valeurs que vous partagez ? Oui, complètement. Et que vous partagez aussi au sein de Saint-Plon ? Oui, complètement. Ça fait partie aussi des valeurs que vous transmettez ? Oui, complètement. On a une culture très composite. Peut-être on va y revenir, mais c'est vrai qu'on peut travailler et avec Microsoft et Meta et en même temps défendre l'open source. Alors voilà, parce que évidemment, je vous y amène. Là, il y a beaucoup d'annonces de Saint-Plon pour la rentrée 2022, qui sont des annonces assez impressionnante parce que vous êtes allié avec des géants du numérique, donc ce qui apporte un poids aussi dans l'écosystème et dans vos actions. Mais vous allez m'expliquer, alors on va peut-être déjà parler des annonces, et puis ensuite vous m'expliquerez comment vous réalisez cette pirouette entre les valeurs et les Jedi que vous formez à Saint-Plon, c'est vous qui avez employé le terme, et ces liens avec ces puissances du numérique qui aujourd'hui détiennent le pouvoir. Alors, il y a déjà cette académie du métavers qui est lancée avec Facebook. Oui, avec Meta, donc c'est vraiment... Meta maintenant, pardon. Oui, c'est ça. Donc ils n'ont pas changé de nom par hasard, ils ont vraiment une vision sur ce que peut être l'Internet du futur et pour eux, effectivement, il va se passer dans le métavers. Et donc ce métavers-là, on ne pourra pas le construire sans compétences. Et donc ils se sont dit,
au-delà des investissements financiers qu'on peut faire, des recrutements qu'on peut faire, il faut qu'on alimente l'écosystème en Et compétences. qui est allé chercher qui alors dans cette histoire? C'est vraiment Laurent Soli, le patron de Meta France et Europe Ok. du Sud, qui, dans le cadre des annonces, a dit mais nous, il faut qu'on fasse aussi des choses sur les compétences, la diversité, l'inclusion, qu'il y ait plus de femmes dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui est là aussi assez masculin, clairement, les technologies immersives. Et donc, ils se sont dit, on va aller voir Simplon, ils savent faire, ils savent gérer des grosses machines numériques aussi américaines. Et donc, Et là, c'est très concret. Il va y avoir 2 formations. Ouais, c'est 2 métiers différents et 5 formations. Voilà. D'accord. À Paris, Lyon, Marseille, Nice, ça démarre. Donc un métier de développeur en réalité immersive. Voilà. Et puis techniciens, ceux qui s'occupent des casques, qui s'occupent de faire en sorte que tout se passe bien et que personne ne vomit. Et ils ne travailleront pas donc que sur des casques produits par Meta. Voilà, c'est là où je commence un peu à répondre à votre question. C'est que le partenariat avec Meta, il est intéressant parce qu'il y a du financement, il y a une force de frappe, il y a de la médiatisation, il y a un réseau incroyable. Mais Meta n'a pas du tout intérêt à ce que nous, on se concentre uniquement sur ces technologies. Ils sont vraiment dans une logique de mettre des... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à cela? Parce que déjà, ça leur serait reproché. Et puis en plus, ils ont intérêt à ce que le marché grandisse. Puisque si eux, ils ont une part de marché dans ce marché, pour le coup, ça leur bénéficiera. Puis après, par ailleurs, ils ont leur propre stratégie en termes de business. Ils vendent des casques, ils vendent Horizon, etc. Mais là, c'est vraiment une autre approche, quoi. Donc agnostique, on l'avait dit d'ailleurs avec Véronique Sobo sur les techno-méta, mais j'avais, maintenant que je vous ai vous sous la main, j'avais noté quand même un partenariat avec Apple qui lui est 100% produit Apple, puisqu'il s'agit de créer, de former en fait, à développer des applications sous iOS. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le seul partenariat où effectivement on a dérogé à la règle qui consiste à rester agnostique, parce que l'univers Apple est très très particulier, il est très spécifique. D'aucuns le disent fermé ou pas très ouvert effectivement avec les autres systèmes, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. On a tous des iPhones et on communique très bien avec tous les types d'applis. Mais c'est vrai que leur univers, leur langage, leur framework, leur App Store est tellement particulier et il y a tellement de jobs qui sont liés à ça. C'est plus de 250 000 emplois, dont 60 000 emplois de développeurs. Donc là, nous, on y voit un intérêt vraiment stratégique pour nos apprenants. S'ils apprennent les technologies Apple, ils ont une employabilité sur le marché qui est sans pareil. Un marché mondial gigantesque. Et là où c'est cohérent, c'est que Apple finance la totalité des formations qu'on organise avec eux. Là où d'autres acteurs pourraient se dire on finance une partie, mais on demande à Pôle emploi, à l'État de financer le reste. Apple est cohérent jusqu'au bout, ils financent tout. Et donc, pour le coup, c'est normal qu'ils aient une exigence sur les technologies qui sont employées. Derrière, il n'y a pas d'engagement à recruter Non, malheureusement, non. Ni chez Meta, ni chez Apple. Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas l'idée. Il y a aussi un lien assez durable avec Microsoft. Ah oui, complètement. C'est un partenaire historique presque. C'est vraiment notre plus gros partenaire. Ouais. Donc on fait des écoles sur l'IA, sur le cloud, et là on vient de lancer des écoles sur la cyber. Et là c'est vraiment cybersécurité. Et là c'est vraiment incroyable parce qu'on démontre que massivement il y a un besoin qui existe entre les ingénieurs et les autodidactes sur des niveaux bac+2, bac+3. Souvent on se dit les geeks c'est des bac+5. Quand on parle de data, on parle de data scientist. Donc c'est des PhD, des bac+5, des d'autres. Non, il y a des besoins de techniciens, d'artisans du numérique. Et ça, on le démontre avec Microsoft à l'échelle. On a mis plus de 1000 personnes sur le marché sur l'IA. Et je vois, donc l'école cyber Microsoft by Simplon formera 100 demandeurs d'emploi dès cette année, dès 2022. Oui, sur les métiers d'opérateurs de sécurité sur le cloud. On est tous sur le cloud, toutes nos données sont sur le cloud et donc il faut sécuriser tout ça. Et ça, c'est un métier particulier. Et donc, comment vous réalisez cette pirouette? Comment vous êtes confortable avec ça en finalement confiant vos élèves, vos jeunes recrues oubliés du numérique qui doivent trouver des armes pour se bagarrer dans ce milieu qui est effectivement tenu par très peu d'entreprises aujourd'hui. On parle beaucoup des enjeux de souveraineté numérique aujourd'hui en France. Quels sont les échanges que vous avez à ce sujet, même avec le gouvernement ? Nous, on aime le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que pour nos apprenants, ce qu'on veut, c'est qu'ils trouvent des jobs. Et la manière de trouver des jobs sans les enfermer dans un système, c'est de leur donner des diplômes qui sont agnostiques, qui sont reconnus par l'État. Et ça, c'est le cas de tous les gens qui passent à Simplon. En revanche, si vous voulez booster leur employabilité, si en plus de ce diplôme-là, ils ont un diplôme et une certification Microsoft ou Meta ou Apple, en fait, ils sont doublement employables. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le meilleur des deux mondes. Et comme les partenaires qu'on a ne nous imposent pas leur technologie,
à part Apple, mais là c'est vraiment un choix délibéré de notre part, en fait on gagne sur tous les tableaux. Et en plus ils nous financent, et c'est des montants que je ne peux pas révéler, mais qui sont très très importants. Donc ça nous permet de booster nos apprenants, et eux ils sont vraiment ravis. Et après avec ces technologies-là, ils font ce qu'ils veulent. Vu comme ça, évidemment, on ne peut que vous féliciter. Comment vous arrivez à les convaincre ? Franchement, c'est pas très compliqué parce que tous ces géants, on utilise leurs services tous les jours. Vous avez une Apple Watch, on fait des Teams, on a des Gmail, etc. En fait, tous, ils sont quand même conscients qu'ils ont une empreinte très très forte et qu'il y a le syndrome de Spider-Man. Un grand pouvoir, c'est des grandes responsabilités. Donc tous, ils ont des programmes philanthropiques, ils ont des programmes d'employabilité et de compétences. Et tous, même en termes de business, ils ont intérêt à ce qu'il y ait plein de gens compétents sur le marché parce que sinon, le marché est freiné. La transformation numérique, s'il n'y a pas de développeurs et de développeuses, en fait, ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est un intérêt bien compris pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment un truc gagnant-gagnant. Et sur la souveraineté, c'est vrai que, on utilise leurs outils tous les jours sans se poser des questions de souveraineté, mais il y a des moments où ça frotte un petit peu. Mais après, les GAFAM, ils sont tous différents. Microsoft, ils vont fêter leurs 40 ans en France. Ça fait 40 ans qu'ils sont en France. Ils font partie de notre quotidien. Et quand vous envoyez un mail, vous vous dites pas, j'espère qu'ils vont prendre que des tuyaux français, mes emails. Donc, c'est vrai que cette question de la souveraineté, politiquement, déjà, je la comprends moins bien. Mais alors, technologiquement, je la comprends encore moins bien. On doit protéger les données des Français. C'est quand même en train de changer, ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même un écosystème français qu'on doit faire grandir, qui est capable aujourd'hui de récupérer une partie du marché. On peut imaginer aussi d'autres alliances au niveau, évidemment, européen. Donc, ça est quand même en train de bouger, cette question de où vont mes emails, où vont mes données. On se rend compte des enjeux. Mais même sur les histoires de cloud souverain, il y a des alliances, Thales avec Google, il y a des alliances... Qui font débat. Ouais, elles font débat. Mais c'est vrai que tant qu'on garde la main, pour moi, souveraineté, ça veut dire autonomie et contrôle. Donc tant qu'on est autonome et qu'on a du contrôle, après qu'on utilise des technos américaines, peut-être c'est mieux d'utiliser des technos américaines que des technos chinoises ou russes. Donc c'est vrai que la souveraineté, elle est... Vous avez essayé de travailler avec des géants français, européens ? Oui, on travaille avec Orange, on travaille avec OVH, et on travaille très très bien avec eux, et on les accompagne souvent à l'étranger. On est très présent en Afrique, et là c'est plutôt avec des Français, par exemple. Donc là, notre souveraineté s'exporte aussi pas mal. Vous m'avez dit que vous auriez des annonces à faire. On a un truc vraiment super, donc ça c'est une avant-première, ça sort à 11h, on annonce un partenariat avec Binance, qui est le leader mondial des crypto-monnaies, des échanges de crypto, et donc c'est la Binance Blockchain Week, là, au Palais des Congrès. Alors là, attention, grosse alliance, énorme alliance, j'allais dire, dans la blockchain, c'est vraiment le géant des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Alors là, on est en Asie. On est à moitié au Canada, à moitié en Chine. Le fondateur est sino-canadien. Ils n'ont pas de rapport particulier avec l'État chinois ou avec la Chine. Pas plus que ça. C'est vraiment une entreprise qui s'est émancipée et qui est vraiment le leader effectivement des cryptos. Mais derrière les cryptos, ils ont envie de dire il n'y a pas que les cryptos sur la blockchain. Il y a le Web3, il y a la NFT, on peut faire de la gouvernance, des votes, de la finance décentralisée. Eux, ils font des dons. Et aujourd'hui, ce sont des technos qui peuvent effrayer. Ouais, ou libérer, parce que c'est vrai qu'il y a un côté aussi un peu anarchiste dans les cryptos et dans la blockchain. Ça, c'est vrai. Donc, on retrouve un peu votre veine d'activiste. C'est ça. Non, quand je dis effrayer, c'est effrayer techniquement, pour les gens justement qui sont loin du numérique. C'est pour ça. Blockchain, Web3, tout ça, ça fait un peu peur. C'est pour ça qu'on va sensibiliser, acculturer 10 000 personnes sur ces technologies-là. On a fait un premier workshop à Aulnay avec des gens qui n'avaient pas le bac de la mission locale. Et ils se sont éclatés. Parce que pour eux, crypto-monnaie, blockchain, ça voulait dire crypto-monnaie, et crypto-monnaie, ça voulait dire bitcoin. Donc, quand on leur a dit déjà qu'il y avait des crypto-monnaies qui étaient indexées sur le dollar, quand Binance nous paye, ils nous payent en crypto-monnaie, mais pas en bitcoin. Ils nous payent dans une crypto-monnaie qui est leur crypto-monnaie, qui est indexée au dollar. Donc déjà, quand on leur a dit que Binance donnait des dons à des réfugiés ukrainiens en crypto, c'est pareil, ils sont tombés de leur chaise. Donc il y a plein de cas d'usage comme ça qui sont hyper intéressants. On sait que la plupart des métavers sont sur la blockchain. Donc là, l'idée, ça va être de former aux nouveaux métiers du Web3, mais aussi de faire de l'acculturation. Complètement, voilà. Et là, ce sera grand public. Il y aura des ateliers pour les enfants aussi. Donc, on aura des kids. Génial. Et là, on leur posera la question en plus. Là, ils vont vraiment prendre le pouvoir. Là, ce serait vraiment super. Parce que c'est vrai que c'est très émancipateur comme technologie, la blockchain. On peut faire vraiment plein de choses. Bon, super. Merci pour cette annonce en avant-première dans Smart Tech. Je voulais qu'on termine ensemble avec l'interview Express. Là, c'est beaucoup plus ouvert, personnel. Mais vous répondez aussi vite que possible parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, quels sont vos rêves, d'abord? Moi, je voudrais qu'il y ait des simplons partout dans le monde. D'accord, c'est bien parti. Vos peurs? J'ai peur que le numérique soit un problème plus qu'une solution. Est-ce que vous avez une interrogation en particulier? L'impact écologique. Du numérique? Ouais.
Une idée fixe? L'inclusion. L'inclusion. Comment vous imaginez le futur de Simplon, mais alors à horizon 5-10 ans? Moi, je voudrais qu'on grossisse notre impact sans grossir Simplon. On a déjà beaucoup grossi, on est 300, mais je pense qu'on peut faire plus de partenariats, qu'on peut former des gens pour qu'ils fassent du Simplon, mais sans forcément le faire nous-mêmes. C'est ce qu'on fait à l'international, donc ça, j'aimerais bien que ce soit comme une franchise. Ça va être un peu la mission de Véronique Sobo, votre nouvelle DG? Oui, et puis de serrer un petit peu les boulons, qu'on soit un petit peu plus rentable, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'impact, mais... Et quelle est la prochaine révolution, selon vous, d'Internet? Moi, je pense que c'est la low-tech. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un réseau qui soit résilient et qui soit plus économe et plus sobre. Ça, c'est un beau défi technologique. Ouais. Mais il y a encore du boulot. Et vous voyez où dans 5 ans? Moi, je me vois toujours à Simplon. Peut-être je serai toujours plutôt du côté de la Fondation Simplon et peut-être plutôt du côté de l'Afrique. Ça, c'est vraiment mon cœur qui parle là. Mais je serai toujours à Simplon, c'est inépuisable. Merci beaucoup Frédéric Merci Bardot, président, cofondateur de Simplon. Je précise aussi qu'il y a un événement le 12 octobre qui sera dédié au métavers responsable, justement. Et là, il n'y a pas de sponsor, pas sponsor, c'est vraiment sa non, on va fondation mettre tout le monde Simplon sur le grill. qui est Voilà. à l'œuvre. On se retrouve dans Smart Tech juste après la pause. On va parler game business. Vous regardez Smart Tech, vous êtes de retour dans cette émission quotidienne dédiée au numérique, à l'innovation. Nous avons le plaisir de nous intéresser tout de suite maintenant au monde du jeu vidéo, à son industrie, avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume, c'est votre grande rentrée dans Smart Tech. Bonjour Delphine. Et vous êtes venu accompagné de Gaëtan Fajon, qui est le directeur monétisation publicitaire de l'éditeur français Vaudou. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura le plaisir de vous interroger sur ce marché des jeux mobiles spécifiquement. Mais d'abord, on va commencer, Guillaume, par regarder ensemble ce qui se passe dans l'actualité de l'industrie du jeu, quels sont ces nouveaux enjeux business. Pour votre retour, vous avez souhaité d'ailleurs plutôt vous intéresser à Sony et à un mouvement stratégique que Sony est en train d'opérer autour du PC. Et oui, Sony compte faire une part significative de son business dans le domaine du PC. Alors ça peut surprendre évidemment, parce que quand on pense Sony, on pense PlayStation, et la stratégie de Sony, justement, c'est de proposer des gros jeux très bien faits en exclusivité sur sa PlayStation. Et cette stratégie d'ailleurs leur a permis d'être numéro 1 très loin devant la Xbox, y compris d'ailleurs sur la dernière génération, puisqu'il s'est vendu 23 millions de PS5 contre 16,5 millions de Xbox. Donc cette stratégie a particulièrement bien fonctionné. Et en fait, les gros jeux aujourd'hui de la PlayStation, donc les Horizon, les Days Gone, les God of War, en fait, ont été portés sur les PC. Ils ont été vendus il y a à peu près 1 an. Et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est un vrai carton pour Sony, à tel point que Sony prévoit que d'ici 3 ans, 1 jeu sur 5 sera vendu sur PC. Et en fait, il n'y a pas... Alors ça, c'est le côté jeu. Il n'y a pas que sur les jeux que Sony compte investir dans le domaine du PC, puisque Sony a annoncé se mettre aussi dans la construction de périphériques destinés au PC. Alors certes, Sony a un vrai savoir-faire dans le domaine des périphériques. Quand on voit la manette PlayStation, la manette d'ailleurs PlayStation 5, on voit qu'elle a un degré de sophistication dingue. Et puis les caractéristiques attendues du futur PS, du casque vert PlayStation 5 aussi étonnent. Mais voilà, donc à la fois dans les jeux et à la fois dans les périphériques PC, Sony va dans le PC. Et quand est-ce qu'on les verra, ces périphériques ? Écoutez, alors d'abord, l'ensemble de ces périphériques PC ne sont pas brandés Sony. Sony a créé une marque qui s'appelle InZone pour effectivement servir l'ensemble des périphériques PC. Sony a déjà sorti 2 moniteurs et 3 casques de gamers. Alors, on peut se dire, Sony est dans sa zone de confort, parce que qui n'a pas eu une télé Sony chez soi, donc pour faire des moniteurs, c'est assez proche. Et puis vous êtes trop jeune vous, mais toute ma génération a eu des casques de Walkman Sony, et donc casque de Walkman, casque de gamer, on se dit c'est à peu près pareil. Donc voilà, Sony, on peut penser qu'ils sont dans leur jardin. Et alors c'est quand même un virage. C'est quand même un virage. On bascule vers le PC. Quelle est votre analyse là-dessus ? Écoutez,
le move de Sony sur PC côté jeu, il est smart. D'autant que son concurrent Microsoft, elle a fait exactement la même chose, des jeux à la fois sur PC et à la fois sur sa propre console. Côté hardware, donc certes ils sont dans leur jardin, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Alors il y a la puissance de Sony. Typiquement, les casques InZone donc de Sony sont déjà les casques officiels de la Champion Tour Valorant. Pourquoi ? Parce que Sony est le co-organisateur de ce tour. Mais j'ai envie de dire, en vrai, dans le périphérique PC, qu'est-ce que Sony va faire dans cette galère ? Les périphériques PC, c'est un secteur ultra pointu, ultra concurrentiel. Il y a déjà Razer, il y a déjà Logitech, il y a déjà Glorious, Xtrify. Même en France, on a Nacon, qui est une société du nord de la France, qui fait d'excellents périphériques PC. Franchement, si on ajoute à ça que les marges sur les périphériques sont extrêmement faibles, le move de Sony dans les périphériques, franchement, je ne sais pas. Alors, il y a peut-être une hypothèse que j'ai mis aujourd'hui qui fait que Sony va peut-être nous bundliser, nous packager ses offres. Typiquement, vous voulez l'acheter le dernier jeu, vous serez obligé de l'acheter avec un casque Sony. Vous voulez mettre la main sur une PS5, peut-être qu'il va falloir acheter un moniteur Sony. Ah non, il ne pourrait pas obliger. Mais enfin, on peut imaginer qu'il prépare des offres. Il prépare des offres. Attractives. Voilà. Pas. Alors, il ne va pas que vers le PC, Sony. Le constructeur a aussi des ambitions sur le mobile. Et oui, sur le mobile, on en reparlera tout à l'heure avec Gaëtan. Jim Ryan, le patron donc, de la division PlayStation, a dit « Sony possède des franchises, des licences, des IP qui peuvent et qui seront dorénavant déclinées sur le mobile ». Donc, déclinaison sur le PC, mais aussi sur le mobile. C'est exactement ça. Et Sony, d'ailleurs, vient de faire l'acquisition d'un studio de jeu qui s'appelle Studio Savage Game la semaine dernière, spécialisé dans les jeux mobiles. Alors, c'est un petit studio de jeux mobiles, mais enfin, c'est quand même presque une première pour les PlayStation Studios, maintenant, qui regroupe l'ensemble des studios de développement de Sony. Donc, c'est un petit studio de jeux mobiles basé à Berlin et à Helsinki, spécialisé dans le moteur Unreal, qui n'est pas le moteur par défaut des jeux mobiles, mais voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est peut-être le début d'une vague d'achat de Sony dans le domaine des... Il n'y a pas que Sony qui s'intéresse quand même à ce marché du jeu mobile. Mais il y a maintenant aussi Sony, voilà. Oui. En tout cas, les exclus consoles PlayStation, maintenant, c'est terminé. On va vers le PC, on va vers le mobile. Et Jim Ryan ajoute enfin qu'en 2026, 50% des jeux Sony qui seront joués sur la console PS5 et 50% des jeux seront joués sur les PC et sur les mobiles. Vous voyez, un vrai changement pour Sony. Ok. On va passer à une autre actu dans le monde du jeu. C'était ce week-end, The Event 2022, évidemment. Alors, The Event 2022, moi j'adore cet événement. Alors c'est un événement, The Event c'est quoi ? C'est un événement caritatif qui se réunit le temps d'un week-end, qui regroupe les plus gros streamers français, qui mobilise, si vous voulez, l'ensemble de leurs spectateurs et téléspectateurs pour qu'eux-mêmes puissent donner à des œuvres caricatives. Donc en 2020, sur votre plateau, on s'était déjà étonné que l'ensemble de ces spectateurs avaient donné 5,7 millions d'euros à Amnesty International. En 2021, The Event 2021 avait rapporté plus de 10 millions d'euros à l'association Action contre la faim. Et bien cette année, le The Event a rapporté presque 10,2 millions d'euros à des associations caritatives qui militent pour protéger notre belle planète. Moi, j'ai regardé des streams ce week-end. Franchement, c'était super sympa. J'ai juste envie de dire bravo à toute l'équipe de Zerator et bravo à l'ensemble des acteurs qui ont animé ça. Franchement, c'était sympa. Et puis, ça montre aussi que cette population qui est un peu stigmatisée, en fait, c'est une population qui est ultra généreuse, ultra motivée et ultra dans le partage. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Et qui investit dans la société. Enfin, voilà. Et qui investit dans la société réelle sur des causes qui sont importantes pour la planète. On a même vu une vidéo de notre président Emmanuel Macron sur le sujet. Alors, elle n'a pas fait l'unanimité, mais il a annoncé, moi c'est tout ce que je retiens, 2 événements qui sont importants pour notre industrie. Le premier événement, c'est qu'en 2023, il y aura le Major Counter-Strike qui sera organisé à Paris,
Et en 2024, on va avoir les Trackmania Games aussi en France. Quoi qu'on en dise, voilà, c'est deux très bonnes nouvelles, entre guillemets, pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Alors, vous voulez nous parler de cette implication du président Macron dans les jeux vidéo, mais aussi de feu la reine d'Angleterre. Oui. Alors ça, c'est un petit clin d'œil et c'est un hommage à ma mesure que je voulais faire à une femme qui ne peut évidemment qu'inspirer le respect. Mais est-ce que vous saviez que la reine d'Angleterre possédait une Wii et qu'elle disait publiquement qu'elle adorait le jeu Big Family Games? Alors Big Family Games... J'étais passée à côté de ça. Ouais. c'est un jeu très sympa, c'est un jeu familial un peu à la Wii Sport. Et la reine d'Angleterre disait qu'elle adorait le jeu de bowling. Donc je ne sais pas si vous imaginez la reine d'Angleterre en train de jouer au bowling devant sa Wii. C'est top. Mais c'est un peu rigolo. Mais c'est aussi pour illustrer que la pyramide des âges dans le jeu vidéo, en fait, ça reste quand même étonnant. Et même jusqu'à 81 ans, la reine d'Angleterre aimait bien jouer, effectivement, ces jeux. Merci Guillaume pour cet hommage. On termine juste avec l'incursion de Samsung aussi dans ce monde du gaming. C'est intéressant et c'est surprenant parce que le géant coréen, c'est effectivement Samsung, qui fait à la fois des téléphones et des frigidaires, veut aussi sa part du gâteau dans le domaine du gaming et vient d'annoncer que l'ensemble de ces télés, dès 2022, contiendra le Samsung Gaming Hub. Qu'est-ce que c'est que le Samsung Gaming Hub? C'est un ensemble de suites logicielles qui permettra à tous les téléspectateurs Samsung d'avoir accès aux applications Xbox TV App, Google Stadia, l'ensemble des services de cloud gaming. Bref, on pourra jouer directement sur sa télévision. Alors, on a quand même la chance d'avoir avec nous en plateau un autre acteur important qui propose de très belles expériences de jeu. Bonjour Gaëtan Fajon. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de la monétisation publicitaire de Voodoo. Voodoo, c'est un éditeur français, spécialiste des jeux mobiles. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire encore ? En effet, c'est une société française créée en 2013 qui fait des jeux mobiles. Et c'est aujourd'hui, pour se situer par rapport à des gros acteurs du monde entier, la 3e compagnie qui a fait le plus de téléchargements sur l'App Store et le Play Store, derrière Facebook et Google. Pas mal. Et c'est combien de jeux aujourd'hui, Voodoo ? C'est beaucoup de jeux. On en a plus de 200 sur le store iOS, autant sur le store Android. Il n'y a pas de façon de les compter, à part juste les compter un par un. Mais c'est beaucoup de jeux. Alors, j'avais une question quand même sur votre titre, parce que j'ai dit que vous étiez responsable de la monétisation publicitaire. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? En fait, pour monétiser des jeux sur un téléphone, il y a 2 grandes façons. Soit on gagne de l'argent en tant qu'éditeur de jeux en proposant des microtransactions aux utilisateurs. Donc, ils sont dans le jeu et ils peuvent, s'ils veulent, payer une chose en plus dans le jeu pour 5 €. Du freemium. C'est ça. Ou soit le jeu est complètement gratuit, mais à la fin du jeu, par exemple, on va diffuser une publicité qui va durer 10 secondes. D'accord. Nous, les jeux qu'on fait sont principalement monétisés par de la publicité, d'où le titre de monétisation publicitaire. Très bien. Et alors, vous parliez de centaines de jeux. Comment est-ce que vous vous organisez pour gérer comme ça une quantité aussi importante de jeux mobiles ? C'est beaucoup d'organisation. Au début, Voodoo, c'était quelques jeux, c'était des petites équipes qui géraient chacun 1 ou 2 jeux. Aujourd'hui, c'est plus de 500 employés. Et il y a une grosse organisation sur la fabrication, et là, c'est de l'industrialisation de jeux presque, où un jeu va passer par différentes étapes. Donc, on commence à créer des prototypes de jeux, où il y a une équipe qui va travailler avec des studios externes indépendants pour les aider à créer ces jeux. Donc, on va essayer de mesurer la capacité du jeu à retenir ses utilisateurs sur quelques jours. On va essayer de mesurer la marketabilité du jeu. Donc, est-ce que le jeu arrive à attirer les utilisateurs ? Est-ce que le visuel du jeu, les mécaniques du jeu sont intéressantes ? Une fois que ce prototype atteint certains critères, alors là, on va passer à une autre étape, donc l'étape du soft launch, qu'on appelle, où on va valider que le jeu, avec un peu plus de budget marketing et plus d'utilisateurs, garde ses capacités à être rentable. Si c'est validé au bout de 2-3 semaines, on va passer à la plus importante étape, c'est la phase de scale, où là, on lance des campagnes publicitaires dans le monde entier, avec des budgets assez conséquents. Et ça, c'est une organisation qui est valable pour n'importe quel jeu, tous les jeux. N'importe quel jeu, et c'est à peu près un jeu par semaine qui passe, comme ça. Ok, impressionnant. Qu'est-ce qui vous plaît chez Voodoo ? Ce qui est formidable, c'est que Voodoo est une société française. Elle s'est lancée en 2013. Elle a fait ses premiers succès assez rapidement, fondée par Alexandre Yazdi et Laurent Ritter. Et moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je le dis bien volontiers, je crois que ces 2 personnes-là ont inventé l'hyper-casual. C'est quoi l'hyper-casual ? C'est des jeux qui sont développés en quelques semaines et qui ont une durée de vie limitée. Auparavant,
avant ça, on avait deux types de jeux. On avait des jeux qui étaient beaucoup plus produits, qui étaient plus profonds, qui duraient plus de temps. Ou alors, sur l'App Store, à l'époque, on trouvait des boîtes à meux. C'est-à-dire que, voilà, on retournait son iPhone et ça faisait... Donc, ils ont inventé, ils ont industrialisé, ils ont généralisé, si vous voulez, un nouveau type de jeu. Et aujourd'hui, ce sont les jeux les plus joués au monde. Et alors, parce que Guillaume nous parle tout le temps de ces alliances entre les éditeurs, des rachats et tout ça. Quelle est la stratégie de Voodoo, là, à ce sujet? En termes de rachats, il y a des rachats, c'est une industrie où il y a beaucoup de rachats, énormément. Sur les 2 dernières années, on n'a pas vu une semaine où il y avait une annonce de rachat d'entreprise. Voodoo a aussi une stratégie d'acquisition d'entreprise où on a l'année dernière racheté par exemple Beach Bum. C'est une société israélienne qui fait des jeux mobiles, mais qui sont différents du métier qu'on avait nous de faire des jeux hyper casus. Eux, ils font des jeux beaucoup plus traditionnels, c'est des jeux de cartes, des jeux de backgammon, et qui ont pour source de revenus beaucoup plus de microtransactions. Donc pour Voodoo, c'est une façon de diversifier ces types de revenus avec beaucoup de publicité sur ce qu'on faisait précédemment. Et aujourd'hui, on se tourne aussi vers des jeux qui rapportent des sous pour notre entreprise via ces microtransactions. Et alors quand vous entendez Guillaume annoncer que Sony va aller à fond sur les jeux mobiles, vous vous dites quoi? Au secours? Non, non. Pour le coup, je connaissais un peu le studio qu'ils ont racheté. C'est des vétérans de l'industrie et je pense que c'est un très bon move de la part de Sony. Surtout que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, la moitié du business de cette industrie, c'est le mobile. Sony, c'est les rois du jeu sur la console. Ouais. Mais s'ils veulent survivre dans le temps, c'est très important pour eux, je pense, d'avoir fait ce move et ils vont avoir pas mal de travail sur le mobile pour pouvoir venir concurrencer toutes les entreprises qui sont déjà présentes. Et oui, en fait, c'est ce qu'on ne se rend pas compte, parce que nous, on est simples joueurs, j'ai envie de dire. Mais Voodoo, c'est la maîtrise même de la donnée. C'est-à-dire qu'ils savent en temps réel le nombre de joueurs, ce qu'ils font, c'est des hardcore gamers, ils savent même typer, si vous voulez, les joueurs, ils savent rattraper un joueur d'un jeu, et dès qu'ils voient qu'ils en ont un petit peu assez de ce jeu-là, d'aller le chercher et de le mettre dans un autre jeu. C'est moi qui ai travaillé avec les publishers traditionnels du web, hein, notamment dans le domaine de la presse. Là, je vois qu'au niveau du jeu, en termes de qualification et d'utilisation de la donnée, on est vraiment à des niveaux qui sont vraiment impressionnants, et effectivement, comme le disait Gaëtan, qui ressemblent aux géants que sont Facebook, Google ou d'autres, dans la compréhension et l'analyse de la donnée, qui fait partie effectivement du mais métier. j'imagine quand on a un éditeur qui s'appelle Sony ou Microsoft, ils savent faire aussi sur la donnée, Oui. la connaissance client. Oui. C'est pour ça qu'il y a des regroupements, c'est pour ça qu'il y a des rachats, parce que quand on est tout petit, maîtriser des sujets qui sont aussi complexes que cela, c'est pas forcément évident. On n'a pas parlé de l'actionnariat aussi de Voodoo. C'est-à-dire? Il y a qui dans votre actionnariat? Ah, il y a des gros noms. Voilà. On y vient. Il y a quelques grosses entreprises qui participent. Tencent, par exemple. Tencent qui est rentré, en 2000. Dont nous avait parlé Guillaume en plateau. Absolument. Oui, non, mais ça donne. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un petit éditeur français tout seul. Ça donne aussi une certaine dimension quand même sur le marché. Absolument. Enfin, Voodoo, c'est plus du tout un petit éditeur. Hein. Ouais. Delphine, c'est le plus non, gros. mais je dis ça parce que souvent, quand on entend éditeur français, on pense à l'échelle française. Aujourd'hui, on a vraiment un acteur mondial. On a un acteur mondial et qui est leader, non seulement en termes de business, mais en termes d'innovation dans le secteur. Merci beaucoup Guillaume Monteux déjà pour vos chroniques régulières sur l'industrie du jeu mobile et Gaëtan Fajon d'être passé par Smartech nous parler de votre activité dans le jeu mobile. À suivre dans Smartech, où va le web? On va parler ensemble de métavers. Où va le web? C'est notre clin d'œil quotidien dans Smartech à ces futurs possibles d'Internet qu'on peut appeler le Web 3 ou encore les métavers. Et aujourd'hui, c'est Comme du Bois qui va nous proposer d'adopter un double virtuel. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément incontournable du métavers qui est loin de faire l'unanimité. Il s'agit de l'avatar. Lorsque Mark Zuckerberg a présenté le déploiement de la plateforme Horizon Worlds, le métavers développé par Meta, l'attention des internautes a surtout été retenue par la représentation visuelle du CEO. Le graphisme de l'avatar de Mark Zuckerberg a en effet été jugé trop basique. Certains sont même allés jusqu'à oser une comparaison avec le jeu vidéo Les Sims 1, sorti au début des années 2000. Rudimentaire donc, mais peut-être plus pour longtemps. Ready Player Me vient de lever 56 millions de dollars pour développer sa propre plateforme de création d'avatars. Cette start-up estonienne, créée en 2020, mise sur des avatars en 3D ultra réalistes, compatibles avec les différents univers. À partir d'une photo ou d'un modèle prédéfini,
L'outil en ligne de Ready Player Me propose à chacun d'imaginer son double numérique gratuitement. L'usage commercial des avatars, tous libres de droit, créés par ce biais, sont simplement soumis à un partenariat avec l'entreprise. Il est même déjà possible d'acheter des éléments de personnalisation pour vos nouveaux avatars sur la plateforme spécialisée OpenSea sous forme de NFT. Les fondateurs de la startup ont passé 6 ans à développer leur technologie chez Wolf 3D avant de créer Ready Player Me. Tim Wootok, le fondateur et dirigeant de l'entreprise, revendique déjà plus de 3000 éditeurs de métavers utilisant son outil. Certaines entreprises de renom ont aussi fait appel au service de son entreprise. Dior l'a par exemple utilisé pour créer une expérience immersive plongeant l'utilisateur dans l'univers de sa nouvelle eau de parfum. Adidas pour la promotion de sa nouvelle collection de baskets Ozworld, en permettant aux fans de la marque de créer leur double virtuel avec l'aide d'une intelligence artificielle. Les utilisateurs ont pu ensuite personnaliser les baskets de la marque et les acheter virtuellement, afin de les chausser dans différents univers. Et vous, êtes-vous prêt à adopter un double virtuel ? Alors le métavers, c'est un univers très proche du jeu vidéo. Peut-être que vous reviendrez dans Smart Tech pour en parler, mais là, on n'a pas le temps tout de suite. J'ai juste le temps de vous remercier. Merci encore Guillaume Monteux, président de Gatsby, et Gaëtan Fajon de Voodoo. C'était Smart Tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain. Ce sera le grand débrief de l'actu, notamment, mais pas seulement.